Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, mes chères sœurs, mes précieuses. On se retrouve pour un nouvel épisode de Pas de hasard, que des rendez-vous. Aujourd'hui, changement de décor et pour ce changement, je suis avec une honorable invitée que je vais laisser se présenter. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam Aminata, merci pour ton invitation. Avec plaisir, ma sœur. Comment vas-tu? Très bien, alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah, je vais bien aussi, alhamdulillah. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, je m'appelle Mariam, j'ai 29 ans. Je suis la fondatrice de l'agence Utopia, une agence marketing et coworking. Et je suis également consultante en stratégie, marketing et de marque depuis maintenant près de 4 ans. Masha'Allah. Très beau parcours, Myriam, et c'est un plaisir vraiment pour moi d'être là aujourd'hui au sein de tes locaux. Donc on est au sein actuellement de l'agence Utopia. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts dans l'entrepreneuriat? Oui, alors c'était il y a presque 4 ans maintenant, donc ça remonte un petit peu. Il y a 4 ans, j'avais 26 ans, j'étais en entreprise, en CDI, dans une boîte dans la cybersécurité. Je travaillais déjà dans le marketing. Et à cette époque, j'avais décidé de démissionner pour me lancer dans cette folle aventure. Alors comme j'aime dire toujours, j'encourage pas forcément à la démission, mais ça a été mon parcours, ça a été mon cheminement. Et dans mon cas, ce que je faisais avant en entreprise, c'est ce que je fais maintenant avec mes clientes, c'est-à-dire que je les accompagne à développer leur business pour en faire des marques. Et faire des marques, c'est pas seulement quand on a un produit. Quand on est prestataire de services, on peut également, par exemple, un podcast peut être une marque. Donc il y a des stratégies à mettre en place pour se démarquer, etc. Et donc c'est ce que je faisais avant en entreprise. Et j'ai décidé de le faire maintenant, mais pour moi, en choisissant mes clientes. Et c'est comme ça qu'a démarré à l'époque l'aventure My Utopia Business. Et puis, il y a 1 an, on a fait un rebranding et on est passé à l'agence Utopia. Nos offres, elles ont évolué, mais le cœur de la marque, sa vision, ça n'a pas changé. Et il y a presque 5 mois, on a ouvert l'agence Utopia en physique. Donc, on a ouvert un nouveau pôle. On a toujours le pôle marketing, toujours le pôle événementiel. Et il y a un 3e pôle qui s'est ajouté, qui est le pôle coworking. Donc, j'aime dire que souvent, l'entrepreneuriat, on se lance parce qu'on a soit un besoin et personne n'y répond sur le marché. Donc, on décide de créer cette solution parce que personne n'y répond comme nous, on aimerait. Ou alors, on a une expertise, on décide de la mettre au service des autres. Donc, la partie marketing, ça a été mon cas. C'est une expertise que j'ai acquérie dans mes expériences professionnelles. J'ai également obtenu un master en marketing digital et en stratégie business en école de commerce. Et j'ai décidé de transmettre en fait ce que j'ai appris, que ce soit en entreprise ou dans mes études. Par contre, la partie coworking, c'était pas forcément une expertise que j'avais, c'était un besoin que j'avais. Le premier mois où j'ai entrepris, je voulais travailler à l'extérieur, c'était début de l'hiver. Les horaires de prière sont très rapprochés. Je me suis rendu compte que c'était compliqué. Et je me suis dit, mais si moi j'ai ce besoin, c'est qu'il y en a d'autres qui l'ont aussi. C'est clair. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais pas encore le budget de pouvoir investir. Je démarrais tout juste. Donc il faut se laisser le temps de tester déjà sa première offre. Et puis avec le temps, les expériences, j'ai commencé à développer un réseau, à rencontrer de nouvelles personnes, à découvrir que j'étais pas la seule à avoir ce besoin. Et il y a une expérience qui a été marquante, c'est quand je suis partie aux Émirats pendant presque 6 mois. J'ai énormément apprécié cette expérience, ça a été incroyable. Et je me suis rendu compte que là-bas, le coworking pour les femmes, c'était quelque chose de tellement normal. Et puis même travailler dans un café, tu laisses tes affaires, tu vas prier, tu reviens, tes affaires n'ont pas bougé. C'est pas le même voilà, c'est pas le même mood. Donc je me suis dit il y a quelque chose à faire. Si j'ai ce besoin, c'est qu'il y a d'autres femmes qui l'ont également et moi j'accompagne des femmes au quotidien. Donc je connais leurs besoins et donc c'est vrai que c'était plus simple parce que j'avais déjà une cible qui était déjà présente. Et c'est comme ça qu'est née l'agence Utopia en physique et la partie coworking et le studio podcast là où on est aujourd'hui et d'autres espaces qu'on propose. Magnifique. Magnifique. On voit en tout cas que c'est une très belle aventure. Et puis 4 ans, c'est beaucoup comme ça peut être peu à la fois. La question que j'ai envie de te poser, Myriam, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la cybersécurité? Alors j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je fais partie de, souvent il y a 2 teams, ceux qui entreprennent dans le chemin, ils découvrent, ou alors ça a toujours été une évidence. Moi je fais partie de la team évidence. Par contre je savais pas ce que je voulais faire. Je fais partie de la team qui a galéré à trouver son chemin dans les études et tout. C'était pas évident pour moi de savoir ce que je voulais faire. Et puis le marketing c'est pas quelque chose qu'on nous apprend quand on est au lycée. Souvent c'est professeur, médecin, infirmière, c'est des métiers connus et classiques. Les métiers du marketing ils étaient pas encore assez connus comme maintenant. Et surtout, l'entrepreneuriat, c'était pas la mode. À l'époque, entreprendre, c'était, t'es un échec scolaire, donc t'entreprends. Et quand je disais que je voulais entreprendre, alors que j'avais un bac+5, c'était, pourquoi faire? Travailler en entreprise, t'as un bon poste, un CDI, t'as la défense. Mais moi, l'entrepreneuriat, ça a toujours été une évidence parce que je voulais avoir un métier
qui correspondait à mes critères de vie. Et cet exercice-là, je l'ai fait quand j'étais étudiante, j'avais 22, 23 ans, j'étais à la fac, et j'avais comme ça listé mes critères de vie, et je voulais avoir une liberté géographique, une liberté créative aussi, une liberté financière, parce que l'argent à l'agence Utopia, c'est pas du tout un sujet tabou, on l'aborde très facilement avec nos clientes, et aussi, et surtout, une liberté dans nos valeurs, notamment religieuses. Et donc c'était évident pour moi que je voulais travailler à mon compte. J'avais envie de vivre des expériences et je savais que l'entrepreneuriat c'est le chemin que je voulais. Je savais pas quand, je savais pas comment, mais c'était clair. Et c'est pour ça que j'ai choisi des études dans le marketing, c'est que je me suis dit mais je vais prendre un maximum de compétences parce que je sais que je vais l'utiliser plus tard. Ça s'est fait comme ça. Et puis tout naturellement, je me suis dit on sait jamais quand est-ce que c'est le moment où on va se lancer. Subhanallah, à cette période-là, je vivais une épreuve douloureuse dans ma vie personnelle. Et dans ces moments-là, on enquête un peu de sens. On se demande pourquoi Allah nous éprouve, pourquoi, comment. Et puis, on a une énergie très forte qui est parfois la colère. Donc, je me suis dit, cette énergie-là, autant la mettre dans quelque chose de profitable. Et donc, tout l'été, j'ai bossé sur ce projet. Je me rappelle, j'étais en entreprise. Donc, j'étais salariée et futur entrepreneur. Et je me suis donné une deadline. Je me suis dit, septembre 2021, je lance mon projet. Et j'ai attendu le 30 septembre, le dernier jour. Le dernier jour. De septembre. Tu t'es pas laissé le choix, tu t'es dit j'y vais, je fonce. Pas le choix, je le fais. Et ensuite j'ai déposé ma démission. Donc il y a la période de préavis, tu pars pas comme ça. Donc pendant 1 mois, 2 mois, j'étais et en entreprise et en même temps entrepreneur. C'était une belle expérience. Je me rappelle qu'à cette époque-là, je partageais ça à mes collègues que j'allais entreprendre. Je leur demandais leur avis. Mon ancienne directrice, elle m'a totalement encouragée dans mon choix. Elle m'a dit tu me fais penser à moi quand je me suis lancée aussi. Donc finalement, c'était assez évident. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai passé mon entretien dans cette alternance, parce que avant d'être embauchée en CDI, j'étais alternante chez eux, à l'entretien, la fameuse question, vous voyez où dans 5 ans? Je leur ai répondu de façon honnête, je me vois pas dans votre entreprise ni ailleurs, je me vois entreprendre. C'était évident pour moi et je voulais pas mentir parce que c'était la réalité. Et c'est ce qui a plu à la directrice parce qu'elle m'a dit mais tu me fais penser à moi quand je sortais de l'école, j'avais cette envie aussi débordante d'entreprendre. Ma directrice, elle avait 30 ans quand j'étais alternante et aujourd'hui j'ai presque 30 ans et j'ai aussi créé ma boîte et j'ai aussi d'alternante. Donc c'est marrant parce que souvent, on peut admirer ou voir un chemin, on se dit, waouh, c'est dans longtemps, et Allah nous facilite. Et Allah nous facilite. Dans l'épreuve, Allah m'a facilité cette aventure. Waouh, c'est magnifique, hein. Vraiment, j'aimerais rebondir sur beaucoup de choses, mais notamment sur la liste des critères que tu as évoqués. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu instinctivement, ou alors est-ce que tu as été accompagné dans cette démarche? C'est-à-dire qu'on sent que tu faisais partie de la team Évidence, c'est-à-dire pour l'entrepreneuriat, mais est-ce que c'est quelque chose qui a été, je vais pas dire facile, mais dans lequel, en tout cas, tu as été accompagné, peut-être par tes proches ou peut-être par d'autres personnes? Absolument pas. Comme ça, c'est clair. À cette époque, c'était pas il y a 50 ans non plus, mais quand même, c'est la culture du coaching, de l'accompagnement n'était pas aussi présent. Honnêtement, j'étais la seule à la fac déjà qui voulait postuler dans une école de commerce, qui avait envie d'entreprendre. C'était pas, encore une fois, à la mode. À la mode, c'était d'avoir un CDI. C'était d'avoir la sécurité. C'est voilà, de valider un bac+5, d'avoir un CDI. C'était ça, le goal. C'était pas d'entreprendre, ou alors entreprendre quand t'as déjà, plusieurs années d'expérience et une carrière de 10 ans. Sauf que moi, je voyais pas les choses comme ça. Et justement, dans mon entourage, même dans mes proches, etc., j'ai pas eu beaucoup d'exemples de personnes qui ont entrepris, en tout cas en tant que femme, en ayant fait des études, donc entreprendre par une expertise. Et donc, j'ai un peu fait mon chemin. J'ai beaucoup invoqué, demandé à Allah de me faciliter, de m'aiguiller dans mon chemin. Et puis, je pense que ça s'est fait aussi instinctivement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me sentais perdue dans mes choix, je savais pas ce que je voulais faire exactement. Et donc, parce que comme je le disais tout à l'heure, j'avais pas à 18 ans après le bac une idée claire de ce que je voulais faire. Je suis passée par plusieurs chemins et encore une fois, dans notre culture en France, quand t'as pas une idée claire, l'échec est mal vu. C'est vrai. Voilà, le fait de recommencer, de reprendre, etc. Personnellement, j'ai fait une année de médecine avant, j'ai fait une licence en éco-gestion. Ça me plaisait, mais je savais que je voulais pas travailler en entreprise, je voulais pas traîner en public. Donc je me suis dit, il faut que je prenne un virage. Mais ça fait peur. Quand t'as 22 ans, prendre un virage. Alhamdoulilah, j'ai une famille qui me soutient, mais quand même qui se demande si tu fais les bons choix, si t'es sûr de toi. Et donc instinctivement, je pense, j'ai vraiment pris une feuille, un stylo. Et je pense que c'est aussi dans ma personnalité, j'ai toujours aimé faire des bilans avec moi-même. Voilà. À mon mois de naissance, la période de Ramadan, septembre et janvier. Il y a vraiment 4 périodes comme ça. Grosse période de l'année où vraiment je fais le point.
Et je pense que c'était une période, une de ces quatre, je ne sais pas laquelle, mais une de ces quatre certainement, où j'ai fait le point. Et je me souviens très bien avoir fait un tableau vert et rouge, ce que je veux surtout pas, les critères rédhibitoires et mes critères de vie. Et j'avais noté mes critères de vie, et je voulais en fait avoir un travail qui s'adapte à ma vie personnelle, à ma future vie de femme, d'épouse, de mère, et pas l'inverse. Et aussi parce que j'étais très observatrice de ce que j'avais autour de moi. Et je voyais beaucoup de femmes qui ont beaucoup investi de temps dans l'éducation de leurs enfants et qui ont ressenti, à un moment donné de leur vie, ce sentiment de sacrifice. Je pense que investir son temps dans l'éducation de ses enfants, c'est une très belle chose, et c'est d'ailleurs pas un seul métier, mais 50 métiers à la fois, tellement c'est prenant. Et moi, j'ai eu cet exemple-là d'une maman qui était éducatrice à 100% pour nous, et qui nous a éduqués, qu'on retrouvait avant et après l'école, enfin vraiment le modèle classique. Et alhamdoulilah, ça nous a été très profitable. Mais j'ai vu pour ma mère ou même mes tantes autour de moi qu'à un moment donné, elles avaient envie aussi de s'accomplir pour elles, d'avoir un projet pour elles, tout en étant une bonne musulmane, avec nos critères, nos valeurs, etc. Et à la fois, je voyais le modèle qu'on nous proposait en France de la femme très carriériste, qui avait des grosses ambitions professionnelles. Et je trouvais que c'était dur pour la femme de devoir limite oublier sa féminité, sa place de femme. Et ça concerne pas que les femmes musulmanes. Aujourd'hui, on a même des femmes non musulmanes qui le disent. Je ne suis pas un homme, je ne veux pas entreprendre comme un homme, je ne veux pas travailler comme un homme parce qu'on est différents. Et donc je voyais ces deux mondes et je me disais, mais en fait, il y en a aucun des deux qui me convient totalement. On va créer le sien. Et donc, je me suis toujours qualifiée comme quelqu'un de très ambitieux, mais pas forcément carriériste. Donc, monter les échelons dans une entreprise, être manager, être machin, c'était pas du tout une vocation. Ce que je voulais, c'était m'accomplir dans mon projet, lancer des projets, me développer et surtout avoir un business à impact. Et surtout pour ma communauté. C'était vraiment dans mes missions. Je pense, je le ressentais. Après, de là à dire que je le conscientisais, que je l'exprimais, peut-être pas. C'est avec le temps, les épreuves, les expériences que tu te construis. Et puis l'âge aussi. L'âge, ça aide énormément. J'avais 26 ans quand j'ai entrepris. Aujourd'hui, j'en ai presque 30 et j'entreprends pas de la même manière. J'ai une vision qui a évolué et alhamdoulilah. Alhamdulillah. Et vraiment, on te souhaite tout le bonheur du monde. En tout cas, je te souhaite tout le bonheur dans cette belle aventure. On voit en tout cas que c'est un certain cheminement, que tu t'es basé déjà en termes d'observation sur ce que tu voyais autour de toi, notamment sur le schéma qu'on peut voir en France occidentale et aussi sur le schéma familial, c'est-à-dire que ça t'a donné des points clés pour toi savoir identifier ce que tu voulais. Et ça, je trouve ça important, notamment les différents points que tu fais à différentes périodes. Pour moi, en tout cas, c'est une très belle qualité parce que c'est que quelque chose qui peut t'aider et sur lequel tu peux t'appuyer pour continuer. Je ressens aussi qu'il y a un côté défi, challenge. Est-ce que tu aimes le défi? Oui, tu m'as bien cerné. Oui, c'est vrai que j'ai le goût du challenge. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai directement dit attention, je ne pousse pas à la démission, parce que je sais que sur les réseaux sociaux, on peut avoir ce côté un peu glamour de l'entrepreneuriat, je casse tout, je balance l'ordinateur et je entreprends au bout du monde. Non, il faut aussi faire les choses de façon mesurée. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est des prises de risques. Des prises de risques mesurées. Il faut qu'elles soient stratégiques. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Mais dans ma personnalité, c'est vrai que je suis j'ai une tendance à apprécier à prendre des risques, j'aime les challenges, j'aime lancer des défis. Cette année par exemple, j'avais des objectifs que j'ai lancés même à mon équipe, des objectifs d'entreprise, mais aussi des objectifs personnels parce qu'aujourd'hui enfin je me dissocie de mon entreprise. Ce qui était difficile quand à l'époque j'avais le positionnement My Utopia Business, c'était vraiment Maryam qui était en avant, la consultante. Là c'est l'agence Utopia, c'est-à-dire que l'agence Utopia c'est pas que moi. Et ça m'a beaucoup aidé aussi à me dissocier pour avoir du temps en dehors de ma fonction de entrepreneur, parce qu'on n'est pas que ça. Et c'était important pour moi, notamment pour mes valeurs religieuses, de me définir autrement que juste je suis entrepreneur. Et donc dans mes objectifs personnels, j'ai ce goût du challenge, c'est partie de mes besoins aussi. Et donc, je les ai notés et je les ai partagés à mon équipe. Et alhamdoulilah, on est très contents parce que on est déjà en début d'année et on a déjà 2 objectifs qui sont presque en cours. Le premier, c'est que j'avais très envie de participer à des salons, à des grands salons d'entrepreneurs. Et alhamdoulilah, on nous a contactés. Donc ça, c'était vraiment incroyable. C'est que j'ai posé cette intention et on m'a contacté pour avoir notre stand dans un grand salon. Il y aura 1500 entrepreneurs dans un très beau
beau théâtre, très beau Gador à Paris à la rentrée en octobre. Et alhamdoulilah, on a signé félicitations. Mine de la classique, on a signé hier en plus. Ah ouais, subhanallah, magnifique. Donc alhamdoulilah, on est très content, on a notre place. Deuxième objectif que je me suis lancé, c'est que j'avais très envie d'intervenir dans une école de commerce ou dans une faculté. C'était vraiment un objectif personnel. J'avais envie d'atteindre ce goal. Et alhamdoulilah aussi, c'est en cours. Mais peut-être qu'à la rentrée, je serai intervenante dans une école. Donc c'est aussi l'un des objectifs. Ça te pousse, tu sais, à aussi te développer tes compétences, à t'améliorer. Voilà. Sortir de ta zone de confort. Exactement. C'est magnifique. C'est pas qu'une question d'argent, d'objectifs financiers. Il y a ça, bien sûr, mais pas seulement. C'est aussi te développer. Ma personnalité a évolué entre il y a 4 ans et maintenant. Des choses que je fais maintenant que je me sentais peut-être pas capable il y a 4 ans. Et c'est ça aussi qui est beau dans l'entrepreneuriat, c'est que tu découvres. Tu te dis, moi j'ai fait ça, et aussi tu découvres tes défauts. Tu découvres aussi tes défauts, tu découvres aussi tes limites, tes lacunes, et tu apprends aussi à travailler sur ça, à toi-même te faire accompagner si besoin, parce que l'entrepreneuriat, je trouve que c'est une école incroyable pour apprendre, pour ta relation aussi avec Allah. C'est ça. Tawakkul, dès que tu te dis waouh, comment je vais faire, là j'ai une facture qui tombe, là combien de fois ça m'est arrivé, surtout depuis que j'entreprends en physique, c'est un autre univers, d'avoir des clients en digital et en physique, c'est deux mondes différents. C'est pas pareil. Et les enjeux sont différents, les responsabilités sont différentes, donc c'est vrai que le challenge, c'est un peu un moteur, et c'est pour ça que certains vont peut-être le voir comme quelque chose de risqué, j'adapte aussi. Je veux pas non plus vendre du rêve et faire croire que j'écoute juste mon instinct égo. Et puis j'y vais et puis je fonce. Non, bien sûr. J'ai aussi un cursus stratégique, donc je mesure toujours les risques. Il y a des bénéfices et des risques. Si je vois qu'il y a plus de bénéfices que de risques, j'y vais. Si je vois qu'il y a plus de risques que de bénéfices, soit j'y vais pas, soit j'y vais à un moment où s'il y a des risques, eh bien ça va pas compromettre l'entièreté de l'entreprise. Et j'ai déjà fait des mauvais choix, j'ai déjà fait des mauvais investissements, parce que ça fait partie de la réalité de l'entrepreneuriat. C'est une évidence, ça fait partie du jeu. Si tu penses qu'il y aura 0 risque et 0 échec, c'est ça, le risque 0 n'existe pas. Non, n'existe pas. Et tant mieux qu'il y a aussi parfois des risques. C'est ce qui donne aussi ce petit goût de j'ai envie d'y aller. C'est qu'il y a un enjeu. Et c'est comme ça dans tout. Tu vas te marier, il y a des risques. C'est ça. Tu as des enfants, il y a des risques. C'est ça. Mais c'est comme ça. La vie est un risque. Donc il faut prendre des risques. Mesurer. J'insiste bien sur mesurer. On fait pas n'importe quoi. On entend la mesure en tout cas, et on le voit aussi à travers ce que tu nous partages. Donc c'est super important parce qu'on voit quand même que on peut avoir des qualités, mais ces qualités-là, même dans le cadre de l'entrepreneuriat, eh bien on se doit de les adapter pour ne pas prendre trop de risques. Et une fois, on garde bien le terme mesure. J'espère que vous avez bien noté. Au-delà du challenge, qu'est-ce qui t'anime? Plein de choses. Vraiment, ce qui m'encourage au quotidien dans l'agence Utopia et dans ce projet, c'est d'accompagner des femmes extraordinaires dans des projets. Juste avant ce podcast, j'étais en rendez-vous avec une de mes clientes et son projet m'anime. Les projets de mes clientes m'animent. C'est des projets où on sent qu'elles ont envie d'impacter le monde, elles ont envie d'apporter une solution, et c'est ce que j'aime. C'est de les accompagner à développer des outils marketing dans leurs projets. J'accompagne pas des futures marketeuses, j'accompagne des personnes qui ont des projets et qui ont envie d'utiliser des outils marketing pour pouvoir les utiliser dans leur business, pour pouvoir se développer, être rentable, mais aussi être durable. C'est la spécificité d'une stratégie de marque, c'est qu'elle est rentable mais durable. Et c'est ce qu'on veut dans un business. On veut durer, on veut développer, on veut apprendre à investir correctement. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne. C'est vraiment les rencontres, le réseau, l'échange. Donc avant toute chose, c'est cette mission-là. Et puis bien évidemment, ma famille qui m'encourage, je me sens alhamdoulilah aussi encouragée et soutenue dans ce projet-là. C'est pas seulement mon projet aujourd'hui. Ma mère participe à ce projet-là, donc elle fait partie aussi de l'équipe, donc elle s'occupe de toute la partie goodies et support physique de nos clients, que ce soit pour les événements, que ce soit pour les shootings qu'on fait, où je m'occupe de la direction artistique. J'ai aussi ma sœur qui travaille avec moi, donc mon autre sœur qui est étudiante et qui est dans le graphisme. Donc l'objectif, c'est que alhamdoulilah, l'agence Utopia soit vraiment, on l'appelle d'ailleurs la Safe and Work Station, vraiment la station des entrepreneurs musulmans. C'est un endroit où tu peux networker, réseauter, rencontrer du monde. C'est vraiment ce qui m'anime, c'est de pouvoir créer un espace où la femme musulmane peut parler d'argent, peut parler de business, tout en étant elle-même féminine, musulmane, en respectant ses valeurs. C'est vraiment indispensable. Et bien sûr, la chose principale, le centre de toutes mes décisions, c'est ma foi. Bien évidemment, c'est ma foi. Je pourrais pas l'expliquer dans un épisode de podcast
tellement cette aventure, elle m'a apporté de ce côté-là. Ouais, subhanallah, c'est fort. Alhamdulillah, ça m'a énormément apporté. Et je vais employer un mot qui est un peu fort, mais ça m'a guéri aussi de certaines choses. Faut faire attention à l'entrepreneuriat pansement. L'entrepreneuriat ne va pas te sauver de tes problèmes. Bien sûr. Faut faire attention et les guérir étape par étape. Mais l'entrepreneuriat, c'est une rencontre avec toi-même. Et très souvent, tu peux te sentir seul. T'as la bonne solitude, t'as la moins bonne qui est parfois difficile, parce que tu peux être entouré, avoir du bruit, du monde autour de toi, mais quand t'es face à tes factures, t'es toute seule. Quand t'es face aux décisions, t'es toute seule. Quand t'es face aux responsabilités, t'es toute seule. Quand t'es face à un lancement et ça fonctionne ou ça fonctionne pas, t'es toute seule. C'est vrai. Et là, tu te dis, je suis toute seule, mais j'ai un coach de vie, j'ai un coach de tout, et c'est mon créateur. Et tu te sens encore plus proche, encore plus fort. En tout cas, l'entrepreneuriat, moi, elle m'a énormément apporté à ce niveau-là. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on a un point commun toutes les deux, c'est j'ai assisté à un Nantes Event il y a quelques années, un gala, dans lequel j'avais remporté normalement un moment de ma vie où j'en avais le plus besoin. Et je l'avais partagé sur mes réseaux sociaux, sur le compte à l'époque, puisque il y avait des personnes qui avaient reconnu le projet. Et pendant longtemps, ça m'a suivi. On m'appelait Ticket 23. Ticket 23. Voilà. On reviendra sur le Ticket 23. C'est la dernière question c'est la dernière question que je vais te poser. Mais vraiment par rapport à ceux qui t'animent, Myriam, on le sent. Vraiment, on le sent, on le vit. Moi, je te connais depuis le début, donc My Utopia. On a eu l'occasion de se rencontrer lors de plusieurs événements, lors de plusieurs rencontres, et vraiment, on le sent, on le vit. C'est-à-dire que tu incarnes ton projet. Là, quand tu parles de ceux qui t'animent, j'ai des étoiles vraiment plein les yeux parce que c'est quelque chose que tu vis avec ta propre personne, mais avec les personnes aussi qui t'entourent. Et je pense que le fait de mettre l'humain avant tout. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose de magnifique. Et on voit que les projets, justement, de tes clientes, c'est des projets. En fait, c'est comme si c'était ton propre projet à toi, finalement. Tu vois, et que au-delà du marketing, comme tu peux en parler, en fait, tu arrives à concrétiser quelque chose qui peut paraître abstrait au départ. C'est-à-dire que quand la cliente, elle vient au début, elle a une idée. Et c'est une idée, en fait, c'est comme on fait la comparaison un petit peu avec la grossesse, une grossesse qui va évoluer au fur et à mesure et qui va donner naissance justement à un projet. Et je trouve ça vraiment grandiose. Qu'Allah te facilite en tout cas dans ce cheminement-là. Tu peux être fier de toi, vraiment, parce que moi j'ai vu beaucoup de projets, je vois ce que tu fais, je suis très admirative de ton travail et je me dis mais en fait c'est incroyable parce que du départ où tu notes ta liste de critères à aujourd'hui, il y a eu My Utopia, il y a eu l'agence, il y a ta vision aussi que tu nous partages à travers cette Safeless où la femme elle peut incarner sa féminité, où elle peut rencontrer, où elle peut networker, et ça je trouve que c'est grandiose parce que ça répond à un besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on entreprend sans compromettre nos valeurs, et ça pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire, et j'espère que en tout cas pour vous aussi ça l'est tout autant, et vraiment vous êtes toutes les bienvenues à l'agence Utopia parce que en fait dès que vous passez le pas de la porte, en fait vous vous sentez plus que à la maison. Vous le voyez bien comment je suis installée là, je suis comme à la maison. Vous voyez pas mes pieds mais j'ai des chaussons d'agence Utopia. Donc voilà, vraiment c'est incroyable, faut le vivre, mais n'hésitez pas en tout cas à franchir le pas de la porte de l'agence Utopia. Derrière vraiment cette agence, vous le voyez, il y a une personne qui est tout simplement humaine, qui souhaite partager, qui souhaite donner, qui souhaite vraiment se mettre au service aussi de la Oumma. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable parce que au-delà de ce que tu partages, le fait ce qui t'anime, ta vision, on sent que tu as cette envie en tout cas de te rendre utile. Donc ça, vraiment, c'est tout à ton honneur. Magnifique. Quels sont les gros défis que tu as rencontrés durant ces 4 ans? Il y en a eu plein. Il y en a eu plein des défis. Effectivement, l'entrepreneuriat, c'est pas juste des strass et des paillettes et des succès. Il y a aussi des challenges à relever, des défis, des déceptions humaines aussi. Je pense que ça a été le plus difficile. Pour moi, ça a été peut-être l'aspect humain. Je suis arrivée avec une vision utopia. Donc il y a cette idée de rêve, d'utopie. Bien évidemment, c'est une agence qui est ancrée dans sa réalité. Donc on n'est pas dans un monde des bisounours, on a conscience de la réalité du marché, du business. Moi, j'aime être optimiste, pas seulement par utopie, mais parce que j'y crois et aussi parce que c'est partie de mes valeurs religieuses.
on est positif, on est optimiste et on croit au meilleur. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc, on me verra jamais, dire que l'entrepreneuriat c'est un monde de requins. Il y a que des mauvais. Alors oui, il y a des requins. Oui, tu peux te faire croquer un petit peu. Il y en a dans le bain, il y en a. Peur. Mais il n'y a pas que ça. Alhamdoulilah, en 4 ans, j'ai fait bien plus de belles rencontres que de moins bonnes. Mais il y a eu des moins bonnes. J'ai déjà eu des mauvaises expériences, des déceptions. Bien évidemment, ça fait partie du jeu, comme dans la vie, comme quand tu es salarié, comme dans tes relations familiales, amicales. Enfin, c'est la vie. Sinon, si tu veux que tout soit parfait, c'est pas le but de cette vie. Donc, faut s'y attendre. Maintenant, comment gérer ça? Je pense que c'est l'expérience qui fait que tu arrives après à encaisser et puis tu apprends. Ma façon de réagir il y a quelques années sur des problématiques et aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ça a évolué. Enfin, je sens que j'ai pris en maturité, j'ai grandi, et puis surtout, j'ai vécu des échecs, des expériences, des déceptions. Donc ça te forge. Les plus gros défis, ça a été certainement le rapport à l'autre, notamment dans je dirais souvent les entrepreneurs vont parler du rapport au client. Moi, ça n'a pas été sur ce point-là. Alhamdoulilah, Allah nous a beaucoup facilité de ce côté-là. Mais ça a été le rapport, par exemple, quand on a affaire à des personnes qui travaillent dans notre secteur d'activité, pas forcément des concurrents directs ou indirects, mais des personnes avec qui tu es amené à fréquenter dans tes relations, qui parfois vous pouvez avoir des fois juste des désaccords et puis naturellement les chemins se séparent avec respect, et puis d'autres fois où tu comprends pas certaines réactions, certains préjugés à ton égard, mais il faut l'accepter, on peut pas être apprécié de tous. C'est ça. Il faut l'accepter, c'est normal et c'est même bon signe, j'ai envie de dire. Ça veut dire que il y a des gens qui adhèrent à ton message, à ta communication, d'autres non, et d'autres ça évolue. Au début ils adhèrent puis ils adhèrent plus et inversement, et il y a pas de mal. Mais c'est vrai que ça peut être difficile dans certains cas quand tu as investi du temps, de la confiance, ça peut être difficile, mais c'est la vie. Et ça te permet aussi de trouver un bon équilibre entre les relations professionnelles, les relations amicales. Je pense pas qu'il y ait d'équilibre parfait, et je pense que chacun va le trouver. Certaines personnes, au vu de leur personnalité, ils peuvent pas mélanger amitié et client, par exemple, et d'autres, au vu de leur personnalité, ils peuvent le faire. Je pense que c'est une question de soi, en fait. C'est pas une règle qui est commune à tous. C'est ça. Dans mon cas, j'ai déjà des clientes avec qui aujourd'hui j'ai des rapports très proches. Ma juriste aujourd'hui est devenue une amie intime et très proche. Je travaille avec une amie avec moi à l'agence. Je travaille avec ma famille. J'ai pas de mal avec ça. Au contraire, j'aime travailler avec mes proches. Il y a une confiance qui s'installe, et je travaille aussi avec des personnes que je ne connaissais pas avant. Et il y a des relations qui se créent. Maintenant, je pense que c'est les expériences qui te forgent et qui t'apprennent. Et c'est important aussi de vivre ces expériences et de ne pas prendre pour argent comptant les expériences des autres. Peut-être que toi, tu ne peux pas vivre ton entrepreneuriat de cette manière, mais peut-être que ta consoeur, elle peut. Chacun a ses capacités et ses besoins. Il y a des moments de notre vie où on a certains besoins, et puis d'autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu aussi cette envie de ne pas être l'acteur principal, en tout cas seul, de l'agence Utopia. L'agence Utopia peut vivre aujourd'hui sans moi. Donc alhamdoulilah, je suis la fondatrice, je suis aussi la consultante, donc je suis très présente, mais l'objectif à moyen terme, c'est que l'agence Utopia, même si ce n'est pas moi qui parle, alhamdoulilah, le message est transmis. C'est l'objectif. Et c'était aussi mon envie lorsque j'ai changé de positionnement, c'était d'avoir un positionnement qui me permettait d'avoir cette liberté et cette indépendance. Et ça, pour moi, c'était important, parce que c'est une des quêtes principales que j'ai dans l'entrepreneuriat, c'est une liberté. C'est ça. Et t'en parlais en plus, Subhanallah, au début, et on voit que, en fait, ton pourquoi de départ n'a pas bougé, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où c'est quelque chose que t'as pas oublié, c'est quelque chose pour lequel tu continues de travailler. Donc on comprend que dans les débuts, bien évidemment, pour les fondations, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande de l'énergie, mais que si on veut réussir aussi à atteindre son objectif, il va falloir qu'on mette des stratégies en place, notamment là le fait le rebranding, l'équipe, des stratégies, pour que toi tu puisses justement prendre du recul
être, que tu sois présente ou pas finalement, ça continue de tourner. Et puis aussi parce que les fonctions elles évoluent. Aujourd'hui, quand tu entreprends au début, quand tu es solopreneur, tu gères un petit peu tout. Maintenant, il y a des responsabilités différentes. C'est qu'en tant que chef d'entreprise, tu as des responsabilités de chef d'entreprise. C'est-à-dire que tu dois manager certaines choses, tu dois penser aux besoins d'équipe, des choses auxquelles avant je ne pensais pas parce que dans l'équipe il y avait que moi. Donc je vais penser à moi, c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal, tu vois. Donc là c'est différent. Donc d'ailleurs il y a une stratégie qui est capitale et que moi j'ai utilisée dès le début, c'est la stratégie du CEO Day. On a d'ailleurs un événement demain sur ce sujet, en After Work. On a aussi très bientôt une offre qui sort sur ce sujet. Donc là c'est une petite exclue que je partage parce que le CEO Day, il faut pas attendre d'être CEO ou se considérer comme CEO pour avoir son CEO Day. C'est quoi le CEO Day? C'est une journée ou une demi-journée, ça après chacun gère en fonction du temps qu'il a, dédié à la stratégie et au développement de son entreprise. Parce que si je passais mon temps qu'à seulement travailler sur les projets de mes clients, qui reste à la tête et qui pilote le truc? Le bateau ou l'avion, il peut prendre la mauvaise direction parce qu'il y a personne qui pilote, il y a pas la vision, la personne elle est pas là à regarder. Et donc c'est quelque chose que j'ai toujours voulu piloter et driver parce que s'il y a pas la vision ou si elle n'est pas bien pilotée, tu sais pas où tu vas. Tu sais pas où tu vas, tu connais pas tes objectifs, tu connais pas tes ambitions, et ça c'est indispensable. Et c'est ce qu'on fait avec nos clientes, donc c'est indispensable. Et aujourd'hui, il y a le CEO Day au sens propre, au sens figuré, mais au sens propre aussi. C'est-à-dire que même juridiquement, j'ai des responsabilités. Donc je ne peux pas être partout. C'est-à-dire que j'ai besoin aussi d'avoir ce moment où je travaille sur mes objectifs de l'entreprise, les miens, mais aussi ceux de l'entreprise. L'entreprise, elle est différente de moi. C'est une personnalité différente. Elle a des besoins. Là, par exemple, on est en train de commencer à chercher pour recruter de nouvelles personnes parce qu'on se rend compte qu'on a un besoin et en fait si je ne réponds pas à ce besoin, ça peut déséquilibrer l'entreprise, déséquilibrer le reste de l'équipe. Et si j'ai quelqu'un de l'équipe qui se sent surchargé, ça déséquilibre le reste. Donc c'est à moi de regarder où sont les besoins. Donc ça te demande une attention et si très particulière, très minutieuse. Exactement. Un état d'éveil conscient. C'est comme dans une fratrie quand tu éduques des enfants, tu donnes du temps à chaque enfant et tu vois où sont les besoins. Il y a un enfant, tu sais, qui va demander peut-être plus d'attention parce que il a une spécificité, une problématique ou un besoin. Là, c'est pareil dans une entreprise. C'est une éducation, c'est tout le temps revoir ses process. Faut jamais en fait entreprendre en se disant ça sera passif. Je vais faire un truc et puis c'est jamais passif. Pourtant, je suis et en ligne et en présentiel. Et ni l'un ni l'autre n'est passif. Il y a des process, bien sûr, que tu peux mettre en place pour automatiser, ça bien sûr, mais rien n'est passif. C'est-à-dire qu'il faut toujours être présent, un minimum, quoi. C'est indispensable. Et puis même si t'aimes l'entrepreneuriat, tu veux être présent. C'est beau, c'est fort, et ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure. L'entrepreneuriat, on peut penser aujourd'hui, étant donné que c'est à la mode, que c'est strass paillettes. Là, quand on voit ces process, qu'il faut être en état d'éveil, qu'il faut avoir cet état de conscience, mettre des stratégies en place, on se rend compte aussi que c'est beaucoup de travail finalement. Toi aujourd'hui, t'as un objectif, t'as une vision, t'as recruté une équipe, t'as envie de prendre du recul, t'as envie d'avoir cette liberté. Quels sont les conseils que tu pourrais donner aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer? Alors, pour se lancer, c'est déjà avant tout de savoir concrètement ce que tu veux apporter. Il y a 99% de chances que ce que tu veux apporter, quelqu'un d'autre l'a déjà apporté. Donc, pourquoi tu veux l'apporter? Comment tu veux l'apporter? Quel est ton élément différenciateur? Viens sur le marché avec quelque chose de différent. C'est ce qui va t'aider à te faire une place. C'est ce qu'on a fait dès le début, notamment avec les événements. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et le premier mois de mon lancement, alors que j'avais à peine 150 abonnés, j'ai lancé une masterclass. C'est quelque chose qui est assez inattendu parce que les gens se disent une masterclass, faut que tu sois déjà un peu connu, faut qu'il y ait déjà du monde. Moi, personne me connaissait et j'ai fait une masterclass parce que je me suis dit personne ne m'y attend. Donc autant tout de suite surprendre, et donc ça te permet tout de suite d'apporter quelque chose de différent, une dimension différente. Et si tu fais un événement, t'es pas la seule, il y en a plein d'autres qui le font. Donc apporte quelque chose de différent. C'est ça en fait. Fais quelque chose de différent. Va tout de suite chercher ton élément différenciateur. Et nous à l'agence Utopia, si on parle beaucoup de stratégie de marque, c'est parce qu'on s'est rendu compte que des business, il y en a plein. Si tu veux juste être un business, il y en a plein et tu peux être rentable. Mais si tu veux que cette rentabilité elle soit durable, pour que tu puisses investir dans des projets de vie, je sais pas, t'expatrier, investir dans tel ou tel projet, éduquer tes enfants dans tel ou tel... Ça te demande de la rentabilité, mais sur le long terme, pas sur du one-shot. Et donc, les stratégies de marque sont indispensables. Et l'une des spécificités d'une stratégie de marque, c'est
ton élément différenciateur. Comment tu te démarques? Par exemple, tu crées un podcast. Comment tu peux faire de ce podcast-là un média différent des autres? Il y a plein de façons de se démarquer. Ça peut être le support, ça peut être plein de choses qui peuvent t'aider à être différent. Et puis aussi se demander de quelle manière tu vas impacter, c'est-à-dire dans ta communication, quelles sont les valeurs que tu veux mettre en avant, que tu veux incarner. Ça va t'aider aussi à te démarquer et à te lancer. S'entourer, ça je pense qu'on le répétera jamais assez. L'entrepreneuriat, c'est difficile. Et il faut pas croire que c'est difficile que quand ça marche pas. Même quand ça cartonne, c'est difficile. Parce que tu as d'autres problématiques. C'est vrai. Plus ton business grossit, tes problèmes grossissent. C'est comme les enfants. Petit enfant, petit problème, grands enfants. Et ben c'est pareil. C'est pareil pour ton business. Tu as des problèmes plus gros. T'as des objectifs qui sont plus gros. Donc en fait, les problèmes ne vont jamais s'arrêter. C'est juste qu'ils vont évoluer avec toi. Donc entoure-toi de personnes solides. Je dis pas qu'il faut s'entourer que d'entrepreneurs, mais des gens qui comprennent ton aventure, des personnes qui vont être là pour toi, avec qui toi aussi tu vas être là pour eux. Ça veut pas dire que tu dois avoir un réseau de 150 personnes. Ça peut être 2-3 personnes, mais il faut s'entourer. Faut pas être seul. Et puis, de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est tellement d'enjeux que ça peut être dangereux d'être tout seul. On peut voir des choses sur les réseaux sociaux, voilà, le rapport à l'argent, prendre la grosse tête, la notoriété. Donc, vaut mieux être accompagné. Faut pas se sentir infaillible, faut pas se sentir trop fort. Soyons entourés. Et puis en tant que musulmans, on a été créés en communauté. Je pense que ce n'est pas pour rien. C'est ça. On a besoin des autres. Et je pense que de toute façon, quand bien même tu commencerais avec cette vision de solo, moi je suis toute seule, tu vas vite te rendre compte que en fait c'est impossible parce que ce serait finalement revenir au fait que je suis suffisante et personne n'est autosuffisant et ça revient à ce que tu dis, on a été créé en communauté, on a été créé pour être ensemble, donc non, le fait de s'entourer c'est extrêmement important. On arrive à la fin de cette émission. Donc, avant de se quitter, j'aimerais te poser une question. Donc cette série, c'est la série Pas de hasard, que des rendez-vous. Est-ce que tu te souviens de notre première rencontre? Oui. Donc t'as spoilé un petit peu tout à l'heure, mais c'est pas grave, on recommence. Ah, tout à fait. Effectivement. Alors on s'était rencontrés avant ça dans une. Je me souviens que je m'étais inscrite à ton événement, donc tu avais organisé un gala, et toi au même moment tu t'étais inscrite à une masterclass que j'avais organisée. Et en fait je me suis dit c'est incroyable parce que je t'avais écrit mais c'est fou, je viens à l'instant de m'inscrire à ton gala et tu t'inscris à ma masterclass. Et tu m'avais écrit pas d'hasard que des rendez-vous. Donc c'est là qu'a commencé cette aventure. Et effectivement j'ai participé à ce gala que tu avais organisé il y a près de 3 ans maintenant je crois. 3 ans. Et ça a été un gala qui a changé ma vie. Donc je te remercie parce que sans le savoir, ce gala a été la réponse à une invocation. À un moment de ma vie où j'en avais le plus besoin. Je sortais d'une épreuve très très douloureuse dans ma vie personnelle et 1 an plus tard, moi je suis très madame date et je voulais pas être en France à une date précise, je voulais vraiment être loin et me rapprocher encore plus d'Allah et faire le point sur tout ça et je voulais faire une Umrah. Et j'avais l'intention de le faire, je devais être accompagnée d'un membre de ma famille, etc. Et puis au dernier moment, il n'a pas pu parce qu'il avait eu un empêchement avec son travail. J'étais très très déçue, très triste. Et je continuais d'invoquer et demander à Allah de m'aider, de me faciliter. Et j'ai assisté à ce gala. Je me souviens que je suis arrivée à l'heure, j'étais garée, j'avais eu un appel. Cet appel finalement m'a pris un peu plus de temps que prévu. Je rencontre des filles dans le chemin. Donc elles sont arrivées après moi. Finalement, je sors avant elles sur le chemin pour aller à la salle. Et elles arrivent avant moi. Incompréhensible, comment elles arrivent avant moi alors que je suis sortie avant elles et qu'il y restait même pas 2 minutes de marche. Mais je me suis perdue. Incompréhensible, comment t'as pu te perdre alors qu'il y a 2 minutes de marche entre ta voiture et la salle. Je ne trouvais pas la salle. Le GPS me dit vous êtes arrivés. Je marche, je ne trouve pas. Je rentre dans une boulangerie. Je me dis quand même c'est leur rue, ils vont savoir. Ils ne savent pas. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, personne ne sait. Et là, à un moment donné, ça a duré peut-être 5 minutes, mais c'était extrêmement long. Je ne trouvais pas. Et là, je contacte une des sœurs dans la salle et je dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux sortir, m'expliquer, parce que là, j'en peux plus de tourner. Et on m'explique, et en fait, c'était dans une impasse, et c'était un peu sombre, donc j'ai pas été vers là-bas. Et là, j'arrive. Et les 2 filles qui étaient derrière moi sont devant moi. Je me dis, c'est fou, subhanallah, je suis arrivée avant elles, je me suis garée avant elles, et elles sont devant moi. C'est une petite anecdote, mais par la suite, vous allez comprendre pourquoi ça a son importance. On me donne un ticket
Moi, je pense que c'est un ticket pour prouver que t'as payé, que t'es rentré. Donc, je le plie en 1000 morceaux, je le mets dans mon sac et je vais m'asseoir. Je rencontre des sœurs que je connais un petit peu, on interagit, etc. Et puis, je vois qu'elles sont toutes en train de regarder leur ticket. Je dis, mais vous regardez quoi? Elle me dit, bah, le ticket de la Umrah. Et moi, j'avais pas compris. Du coup, je sors le ticket de mon sac, je vois le ticket. Et là, il y a une évidence. Je sais que c'est ce numéro-là qui va être appelé. Allahu Akbar. J'ai une certitude, je ne saurais l'expliquer. Je n'ai jamais eu autant de certitude de ma vie que ce moment-là. Et j'avais un yaqin à son paroxysme. Je n'avais aucun doute. Je sais pas comment l'expliquer. Je rêve de revivre ça, même pour d'autres choses. Je vais organiser un nouveau gala. Ouais. Mais je sais pas comment expliquer. Ouais, ça se vit. Je pourrais même pas le raconter. Je ne sais même pas. Je sais pas. À ce moment-là, j'ai ressenti un truc. C'est comme si là, je te dis, le mur est blanc. Il y a pas de débat, en fait. Il est blanc. Tu peux pas me dire autre chose. Mais c'était pareil. Il y avait pas de débat. C'était un ressenti. Incroyable. C'était une évidence. Et pour la petite histoire, c'est que juste avant d'arriver au feu rouge, je suis au feu rouge, je me rappelle, je me disais comment je vais dire à mes clientes que je pars en Umrah, parce que du coup, c'était pas prévu. Donc, il faut que je m'organise. Mes clientes, elles sont ultra compréhensives. Et puis, elles vont être contentes pour moi. Il faut juste que je m'organise un petit peu. Parce que là-bas, je veux couper de tout. Je veux vraiment couper le travail. Comme ça, c'est une idée comme ça. Je me dis pas, mais pourquoi c'est toi qui vas gagner? Enfin, pourquoi tu penses à ça? Et puis surtout, je n'ai jamais participé à des concours, etc. Donc, c'est pas comme si j'avais l'habitude de gagner et que du coup, c'était une fois de plus. Mais t'étais déjà dans la projection. Oui, mais c'était inconscient. C'est quand j'ai gagné que je me suis dit, mais pourquoi j'ai pensé à ça à l'aller? Parce que la Umrah, je l'avais oublié je suis pas venue dans ce gala en me disant, comme ça, je vais gagner la Umrah. Je me suis dit, je viens au gala, et puis, il y a la Umrah. Mais toujours dans ces trucs-là, tu dis, mais c'est pas moi qui vais gagner. Et là, quand je vois ce ticket, j'ai une certitude. La soirée se passe et les filles dans la table, elles disent si je gagne, machin. Dans ma tête, je me dis mais arrêtez, c'est moi qui vais gagner. Ouais, je me disais pas c'est moi qui vais gagner, je me disais c'est ce ticket le gagnant. C'est le ticket 23. Incroyable. La soirée se passe et je me souviens que c'est une petite fille qui prend le petit ticket. Et j'ai une évidence, je sais déjà, c'est que c'est le 23. Je sais que ça paraît fou, mais je le savais. Et là je me souviens que la personne qui parlait, je crois que c'était toi à ce moment-là, qui disait il y a 2 chiffres. Donc toutes les personnes qui sont venues entre 1 et 9, c'était pas elle, parce que j'ai eu le ticket 23, parce que je suis arrivée la 23e dans la salle. C'était par ordre d'arrivée. Et là, tu dis c'est le numéro 2. Et dans ma tête, je me dis mais je sais, c'est 23. Et là, tu dis 23. Et là, plus personne ne parle. Et j'ai pas tout de suite dit c'est moi. Je suis restée dans le silence et là je me suis dit il y a personne qui sait que c'est moi là. Personne. Et puis surtout j'ai réalisé que le ticket 23 c'était bien le gagnant, mais j'ai réalisé que c'était moi du coup qui portais ce ticket, parce que ce lien je l'avais pas fait. Je me suis pas dit c'est moi qui vais faire une Umrah. Je me disais c'est ce ticket là le gagnant. Et là les 2 filles qui sont arrivées après moi, qui finalement sont arrivées avant moi devant la salle, m'ont dit mais c'est toi la gagnante, puisque nous sommes le ticket 21 et 22. Donc t'étais derrière moi, donc tu es le ticket 23. Et là, je dis, bah oui. Et je sors le ticket de mon sac. Et puis là, grand moment de joie. On me saute dessus. On me fait plein de bisous, des takbir. Et là, je pleure de bonheur et de soulagement. Et puis, je me rappelle quand je suis restée, je crois, 1 heure dans la voiture avant de repartir. Tellement que je devais réaliser ce qui m'est arrivé. Et surtout, j'ai ressenti qu'Allah, il m'a entendu. C'est fort. Et comme cette histoire est tellement folle, ça s'est pas arrêté là. Il y a une suite, c'est que j'ai gagné ce voyage, donc c'est pas moi qui ai décidé de la date de la Umrah. Alhamdoulilah, j'étais flexible parce que j'entreprenais, donc je pouvais m'organiser. Juste après Ramadan, on me dit tu pars le 12, le 10 mai. Puis la veille, on me dit finalement tu pars pas le 10, tu pars le 12. Là, je me dis quand même, je pars en Umrah, ça change au dernier moment, ça fait un peu flipper. Tu dis, est-ce que ça va vraiment se faire? Surtout que je l'ai gagné, donc voilà, t'as toujours cette crainte. Et finalement, je pars le 12. On commence par Médine, et moi je faisais beaucoup de dua, comme je te disais, je suis madame date, je voulais pas à une date précise ne pas être en France, c'était le 20 mai. Le 20 mai. Et le 12, donc je vais à Médine, on fait on commence notre rite, et on a eu des complications dans le voyage entre Médine et Mecca, on a pris plus de temps que prévu. On est parti en car, et je me souviens que le guide nous disait ne vous inquiétez pas, il y a encore plus de mérite quand le chemin est plus long. Et il y a eu des difficultés, il y avait pas mal de personnes âgées avec nous en voyage, donc il fallait qu'on s'arrête plus souvent que à la normale. Donc c'était assez fatigant, il faisait chaud, etc. Et donc on est arrivé plus tard à Mecca. Sauf que on était en état d'ihram, fallait tout de suite faire la Umrah, donc on rentre à l'hôtel, on pose nos affaires et on repart. Tu peux pas t'arriver, te poser, te doucher. Et en fait, tout était parfait, le timing était parfait, puisque je fais ma Umrah.
Et en plein tawaf, donc je prends mon téléphone pour regarder certaines invocations. Et là, je vois l'heure et je vois qu'il est minuit et qu'on passe du 19 au 20. Et je me dis, waouh, subhanallah. Le 20, j'aurais pu être à l'hôtel, j'aurais pu être dans l'avion, j'aurais pu être à Médine. Non, j'étais le 20 en train d'accomplir la Ramadan. Au moment, la Ramadan, c'est un temps. C'est pas tout le long du voyage, c'est un temps. Et pendant ce temps-là, j'accomplissais ma Ramadan. Et là, il y a du monde, tout le monde fait ses rites, tout le monde est concentré sur ses invocations, sur ce qu'il est en train de faire. Et là, tu sens un truc et tu te dis, waouh, il m'a entendu, il m'a exaucé. C'est beau. Et je me suis dit, à ce moment-là, j'ai senti qu'Allah m'a délivré de cette épreuve. Et franchement, ça m'a changé ma vie. Ça m'a changé ma vie, alhamdulillah. Et en fait, ce gars-là, je l'ai découvert parce que je t'ai rencontré dans le cadre de l'entrepreneuriat. C'est ça. Et donc, c'est en ce sens que je dis que l'entrepreneuriat, moi, ça m'a changé ma vie dans plein de choses. Et cette omra, elle m'a... Enfin, aujourd'hui, je me sens... Dès que j'ai un problème, je me dis, mais... Rappelle-toi en fait ce qui s'est passé. Enfin, je veux dire, tu peux pas, ne serait-ce qu'une seule seconde te dire je suis seule. Tu n'es jamais seule. Et t'as eu la preuve. Il y a eu trop de choses pour te prouver que on sait qu'Allah est là, mais le vivre et le ressentir comme ça. Et on n'a pas besoin de vivre quelque chose d'aussi fort parce que ressentir qu'Allah est là, ça peut être sur des choses des fois plus insignifiantes. Bien sûr. Là, c'est quelque chose de gros, etc. Mais aujourd'hui, je suis plus sensible, même des choses tout bêtes, je le vois. Peut-être qu'avant, je le voyais pas. C'est ça. J'étais pas attentive. Plus connectée. Je suis plus connectée, je suis plus attentive. Des choses toutes simples. Par exemple, là, Allah m'a facilité, tu vois, pour ce podcast. J'avais un rendez-vous juste après. Vous êtes arrivé pile au bon moment. Enfin, c'est des trucs tout bêtes où je me dis, Allah m'a facilité. Il y a un rendez-vous qui devait pas se faire. Finalement, ça s'est fait juste à côté. Et puis je me suis dit, mais du coup, il y a le podcast. Et j'ai peur que ça fasse trop juste. Et tout est parfait. Et tout est parfait. Subhanallah. Et donc, dans ces choses-là, même insignifiantes, on ressent qu'Allah est aux commandes de tout. C'est magnifique. Vraiment, je ressens beaucoup d'émotions parce que je repense à toute cette période, effectivement, où le jour où en fait on échange même par téléphone, où je prends la place pour la masterclass, où tu prends la place pour le gala. Moi aussi, j'étais à 1000 lieues de savoir ce qui allait se passer ce jour-là. Et même ce gala, pour moi, enfin, je me retrouve tellement dans ce que tu dis, c'est-à-dire que dans des choses qui peuvent paraître et qui peuvent nous sembler insignifiantes, aujourd'hui, on se dit, mais en fait, c'est Allah qui se charge de tout. C'est lui le meilleur des planificateurs, c'est-à-dire que parfois on peut s'inquiéter pour des choses, mais pourquoi s'inquiéter pour des choses dont c'est lui le garant, le meilleur des gérants, le planificateur. Et vraiment, je me retrouve beaucoup dans tes propos parce que c'est ça, c'est vraiment le fait que il y a cette connexion aujourd'hui encore beaucoup plus profonde. Je dis pas qu'elle n'était pas là auparavant, mais peut-être qu'on était sur le chemin justement de cette connexion et que l'entrepreneuriat te permet d'avoir cela. En tout cas, ça a été un honneur pour moi d'avoir été le sabab de cette umrah, que ça a été une réponse à tes invocations parce que tu te dis, des fois on a des idées, vraiment pour celles qui veulent se lancer, des fois on a des idées, on a des projets qu'on veut mettre en place et on n'a pas idée de ce que ça peut apporter. Ce gars-là, moi quand je l'ai organisé, je savais ce que je voulais faire, je savais ce que je voulais récolter. Pour moi, c'était une manière encore une fois de fédérer des personnes autour d'un projet, mais j'étais loin de savoir que à travers cet événement-là, ça allait répondre à l'invocation d'une personne en particulier. Peut-être que ça a répondu à d'autres invocations aussi, subhanallah. Donc vraiment, si je devrais ajouter un conseil au conseil que toi tu donnes dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'est d'essayer, parce qu'on ne sait pas là où est-ce que ça va nous mener et qu'on a beaucoup cette peur de l'échec aussi, de se dire oui mais j'ai peur que ça ne marche pas. Si tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir si ça va marcher ou pas. Et quand bien même il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons en réalité. Donc je pense que ça c'est super important. Ça a été un plaisir vraiment d'enregistrer ce podcast avec toi, d'être à l'agence Utopia, d'inaugurer un petit peu aussi l'espace. Alhamdulillah, je te remercie et je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde à travers l'agence Utopia, que cette agence se développe, se multiplie, qu'elle puisse accueillir vraiment beaucoup d'entrepreneurs musulmanes qui elles aussi vont apporter leur pierre à l'édifice. Merci beaucoup. Merci à toi, Aminata Blaklofiki, pour ce moment. Et merci encore à toi de m'avoir permis de vivre cette expérience il y a maintenant 3 ans. Mashallah, magnifique. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Pas de hasard que des rendez-vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.